accueillir la dernière présentation de la soirée. Alors, on reçoit Jérémy Bouvier avec sa présentation intitulée « On danse le tango, gérer les conflits amoureux entre ados ». Pardon. Pour le présenter rapidement, Jérémy... Pour le présenter rapidement, donc, Jérémy est finissant à la maîtrise en sexologie, dirigée par Mylène Fernet et Alicine Paradis. Ses intérêts portent sur la gestion des conflits dans les relations amoureuses à l'adolescence. Il poursuit également une maîtrise en éducation, s'intéressant à la mise en œuvre de programmes en milieu scolaire. Donc, on peut accueillir Jérémy. Test, 1, 2, OK, parfait. Bonjour tout le monde. Alors, pour la dernière présentation, en fait, on va parler de conflits amoureux entre ados, puis aussi on va parler de tango. Bon, pourquoi on parle de danse avec les conflits? Bien, c'est sûr, je me suis déjà cassé la gueule en dansant, mais honnêtement, ça accote pas les stepettes que j'ai pu faire pour essayer de gérer des conflits puis sortir gagnant des situations. C'est sûr, la gestion des conflits, c'est une compétence, au même titre que le tango, au même titre que la danse, que n'importe quoi. Donc, quand on commence, on n'est pas forcément des experts. Si on se replonge un peu à nos premiers pas, donc si on retourne par exemple à l'adolescence, c'est une période qu'on se rappelle qui est associée avec beaucoup de changements. Donc, on développe notre autonomie, on développe un peu l'intimité. Puis pour plusieurs, pas tout le monde, mais pour beaucoup d'entre nous, en fait, c'est aussi la période où on commence à explorer un peu la sexualité, on commence à explorer les premières relations amoureuses. Ça vient aussi avec beaucoup de conflits. Puis c'est des conflits qui, bon, avec les capacités qu'on a, lorsqu'ils sont moins bien gérés, ça peut dégénérer. Donc, c'est important de s'intéresser aux conflits, mais en réalité, c'est quoi exactement un conflit? Un conflit, c'est en fait une séquence de 4 étapes. Donc, on a un enjeu, on a une mise au point, on a des stratégies, puis ensuite, on a une issue. Si on prend, par exemple, l'exemple d'Alex et Steph. Donc, Alex et Steph ne s'entendent pas sur un choix d'activité. Donc là, on a un enjeu. L'enjeu va entraîner une mise au point. Donc, formellement, Alex va faire savoir à Steph qu'il n'a pas envie d'aller au cinéma. Non, ça ne lui tente pas. Non. Ensuite, Alex et Steph vont tous les deux utiliser des stratégies pour essayer de gérer le conflit, là. Donc, dans cet exemple-là, par exemple, Alex puis Steph vont discuter, puis ils vont chercher des compromis. Donc, ça va mener à une issue. Donc, dans ce cas-ci, ils vont décider de rester chez Steph, écouter un film sur Netflix. Donc, et voilà, tout le monde est content, on ne va pas au cinéma, on écoute un film. Le conflit est résolu. Mais les stratégies de gestion, dans ce cas-ci, étaient très, très positives. Donc, ils ont discuté entre eux, ils ont trouvé des compromis. C'est sûr, dans le cadre de mes travaux de mémoire, donc notre équipe, on a mené une étude qui nous a permis de faire sortir 4 grandes familles de stratégies qu'on peut tendre à employer, qu'on peut utiliser là, pour gérer les conflits. Donc, comme dans l'exemple d'Alex et Steph, ils peuvent discuter puis chercher des solutions. Donc, ça mène généralement à on s'entend... Ça mène à des solutions, c'est ce qu'on cherche. Mais on a également d'autres sortes de stratégies. Donc, par exemple, Alex aurait très bien pu chercher à éviter le conflit. Donc, il aurait très bien pu chercher à éviter Steph, pas lui en parler, pas en parler. Ou, par exemple, minimiser le conflit. Donc, se dire, ah, c'est pas tellement grave, là, c'est pas un gros conflit, etc. On a également des stratégies qui sont plus confrontées, agressées. Donc, par exemple, Alex aurait pu se fâcher, aurait pu se mettre en colère, aurait pu crier, aurait pu aussi insulter Steph. Puis, on a également les stratégies de l'ordre d'exercer des pressions. Donc, Alex aurait peut-être pu, par exemple, exiger de ne pas aller au cinéma. Bon, là, c'est sûr, si on prend l'exemple inverse, ça ferait plus de sens. Par exemple, Steph aurait pu exiger d'aller au cinéma, même si Alex ne voulait pas y aller. Puis Alex aurait pu céder là, à cette pression-là. C'est sûr, ici, dans ce cas-ci, on a les 4 grandes familles de stratégies de conflit. Mais comme le tango, on se rend compte que ça se danse à 2. En fait, chacun des partenaires va utiliser des stratégies, mais la stratégie qu'Alex va utiliser va avoir une influence sur la stratégie que Steph va utiliser après.
ce qui va avoir une influence sur la stratégie d'Alex. Donc, on est comme dans une espèce de danse. Dans le fond, tout est une question d'interaction. Puis c'est ça aussi que nos travaux ont mis en lumière. En fait, à partir de l'enjeu, donc par exemple, si on reprend notre exemple d'Alex et Steph, donc l'enjeu qui était, ils ne s'entendent pas sur le choix d'activité. Donc ensuite, il y a eu une mise au point. Donc Alex a fait à savoir à Steph qu'il ne voulait pas sortir au cinéma. En fait, ça entraîne un déséquilibre dans la relation. Donc là, la relation, elle est plus équilibrée. Donc, les besoins de l'un ne sont pas nécessairement comblés. Donc, Alex et Steph vont essayer de rétablir l'équilibre avant le conflit. Comment? En fait, Alex va utiliser une stratégie comme on a vu. Donc, dans l'exemple qu'on a sorti, donc, Alex va discuter, va essayer de trouver une solution. On pourrait prendre un autre exemple. Donc, dans ce cas-ci, Alex pourrait se mettre en colère. Donc là, Alex se fâche, hausse le ton, hausse la voix, puis se montre très agressif envers Steph. Bien, Steph, en réponse à ça, va aussi mobiliser une stratégie, puis Steph aussi, fort à parier que Steph va se mettre en colère à son tour. Je pense qu'on a tous déjà vécu ça, là, un peu. Donc, Steph risque également d'hausser le ton et peut-être même d'insulter Alex. Quel effet ça va avoir? Ça va accentuer le déséquilibre. Donc, en fait, on a un plus grand déséquilibre qu'avant. Donc, Alex va mobiliser une stratégie. Je vous laisse deviner la suite. Ça risque de faire boule de neige. L'issue du conflit qu'on va atteindre, je ne vais pas vous voler le punch, mais normalement, ça ne sera pas une issue qui est très satisfaisante pour les deux partenaires. Quand les deux se fâchent puis se crient des noms d'animaux, généralement, ça n'amène pas à des compromis et des solutions. Donc, en fait, je vais vous présenter 4 cas de figure qu'on a pu trouver dans nos travaux. C'est des cas de figure, en fait, d'interaction qui peut arriver. Puis, je vais vous présenter les cas de figure accompagnés d'extraits forgés à partir de témoignages réels. Donc, le premier cas de figure, donc chacun s'agresse, puis passe à autre chose. Donc, désolé, j'ai besoin de voir un petit peu des fois. Alors, c'est comme on a vu un peu, c'est vraiment l'exemple typique de boule de neige. Donc, si on danse un tango, là, les deux vont s'écraser les orteils, puis ils vont se faire des jambettes. Là. Ça ne sera pas super beau à voir. Donc, par exemple, je vais être méchant dans la façon que je parle, ça va dégénérer, ça dégénère. Puis par la suite, généralement, là, ça pète. Puis là, je vais me changer les idées. Donc, on change le sujet, puis ça passe à autre chose. Ce qu'on voit, par contre, c'est que les conflits qui mènent en fait, les stratégies, ces interactions-là de stratégie mènent généralement à une issue qui n'est pas très satisfaisante, puis les conflits vont souvent revenir plus tard. Donc, les mêmes conflits vont refaire surface. Et il y a une chance qu'il y ait encore les mêmes stratégies qui soient à l'ordre du jour. Donc, le conflit n'est jamais vraiment résolu. On a un deuxième cas de figure. Alors, l'un poursuit, l'autre fuit. En fait, ça nous est tous déjà arrivé là, qu'on ne pas être dedans, l'expression. Donc, on a un examen qui est stressant, on a un souper de famille, on a une présentation au Bristol Brain qui nous stresse un peu. C'est pas nécessairement le meilleur moment pour aborder un enjeu. Donc, c'est sûr, des fois, on peut essayer d'éviter un peu les conflits, on n'a pas trop le goût d'en parler, puis notre partenaire peut vouloir négocier un besoin maintenant, il y a quelque chose qui ne fait pas son affaire. Je veux dire, je voulais aller au cinéma, puis tu n'as pas voulu. Bon, en tout cas, on s'entend, là, ça peut être tout et n'importe quoi, les conflits. Mais des fois, ce n'est pas le meilleur moment pour en parler. Donc, on cherche à éviter là, la confrontation, on veut éviter le conflit, puis l'autre se montre de plus en plus insistant. Par exemple, je lui posais des questions, il ne répondait pas, j'ai continué. Eh bien, généralement, ça va faire vraiment l'effet inverse. C'est très contre-productif. L'autre personne risque de se retirer davantage de l'interaction. Par exemple, j'étais frustrée, donc il a fallu que je cours dehors pour dépenser de l'énergie. Donc, on va voir que ça va entraîner beaucoup de frustration là, chez l'autre partenaire, puis il va vraiment se retirer le plus possible de l'interaction. Donc, il n'y a pas une grande chance là non plus d'atteindre une issue satisfaisante. On a également un troisième cas de figure. L'un exige, l'autre se soumet. Donc, en fait, un peu comme c'est expliqué, donc l'un des partenaires va vraiment exiger quelque chose, va vraiment imposer son besoin.
Puis l'autre partenaire va accepter, soit parce qu'il a peur des représailles ou pour acheter la paix, en quelque sorte, parce que c'est plus simple comme ça. Donc, vraiment, il y a comme une partie là, de déposer les armes puis de juste continuer parce que c'est plus facile, par exemple. Donc, je trouvais qu'il aidait trop son ami. Je lui ai dit d'arrêter de l'aider. Puis, ses gros yeux m'ont fait changer d'idée. Moi, je voulais faire ce que je voulais. Je voulais l'aider, mon ami, tu sais. Donc, on voit, là, il y a quand même une notion un peu de contrôle à travers ça, là. Puis, la quatrième, le cas de figure, évidemment, chacun peut collaborer. C'est encore possible de résoudre des conflits en 2023. Donc, en fait, on se parle, on s'écoute mutuellement. Puis, effectivement, ça mène à une issue qui est satisfaisante. Ça permet de trouver des solutions et des compromis. Donc, à partir de ces 4 cas de figure-là, on a pu soulever là, des astuces à mettre en pratique, en fait, autant pour les ados, mais autant pour vous, pour nous tous, même en tant qu'adultes. Je pense qu'on vit tous encore des conflits. Donc, d'abord, ça serait important d'engager calmement le dialogue. Donc, calmement et souligné, c'est pas pour rien. Donc, hein, on parle de présence attentive depuis tantôt, donc engagez calmement le dialogue avec votre partenaire. Également, l'écoute est essentielle. Donc, pour savoir quand ou non aborder les enjeux. Des fois, c'est pas le moment. Donc, arrêtez. Faites juste écouter. Puis, dans l'autre sens, c'est aussi important de communiquer ses propres besoins. Parce que même si vous avez l'air d'une fin de guerre mondiale, c'est important que vous communiquiez pourquoi à l'autre, parce que l'autre ne peut pas deviner, il n'est pas dans votre tête. Donc, si ce n'est pas le moment d'aborder un enjeu, faites-le savoir. Également, c'est important de valoriser les besoins de votre partenaire au même titre que les vôtres, et vice-versa. Donc, une relation, c'est à toute fin égalitaire. Donc, on veut que les besoins de chaque partenaire soient valorisés. Donc, je pourrais finir avec le mot de la fin. Donc, autant pour la santé de vos couples que la santé de vos orteils, je vous dirais, en fait, écoutez les besoins de votre partenaire, mais aussi, donc, exprimez vos besoins en retour. Donc, j'espère que vous avez apprécié, puis je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Jérémy. Désolée ma voix aujourd'hui. Pour ta présentation, je vais juste laisser les personnes parler au micro. Allô? Bien, premièrement, je veux dire vraiment félicitations pour ta présentation. Elle était excellente, puis vraiment incroyable. Je ne sais pas si c'est la première fois, là, mais continue comme ça. Merci. Donc, dans le fond, la question, en fait, ce que je me posais comme question, c'est là, tu parles de conflits entre couples, mais ça s'applique certainement dans d'autres contextes. Et moi, je m'intéresse à l'engagement civique chez les ados. Puis je me demandais juste, au niveau de les différentes stratégies de gestion, de conflits, est-ce qu'il y a un lien ou est-ce que ça a été démontré qu'il y a un lien avec la régulation émotionnelle, puis comment ça s'applique dans des contextes qui sont à l'extérieur, donc en général par rapport à des enjeux, tu sais, je veux dire, beaucoup des exemples se traduisent dans les médias, on n'a pas besoin d'aller très loin pour avoir des exemples de conflits, mais voilà, je me demandais c'était quoi les autres liens qui avaient ressorti. Certainement. Bien, en fait, quand on parle de conflits avec les adolescents, c'est sûr que la régulation émotionnelle est quand même un sujet qui est pertinent, là. Je veux dire, je ne serais pas en mesure, par contre, de mentionner quel lien il y a, ou du moins dans quelle mesure la régulation émotionnelle va venir jouer, vu que c'était pas c'était pas une variable d'intérêt pour moi, du moins, j'ai pas vraiment étudié ça. Mais oui, définitivement, je chercherais dans cette piste-là. Il y a quelque chose à dire là-dessus. Sinon, absolument, là, les conflits amoureux, je veux dire, les stratégies, on peut aussi les penser pour les conflits non amoureux, par exemple, les conflits de travail ou les conflits, bon, peu importe, avec les adolescents entre pairs. Est-ce que c'est les mêmes stratégies qui ressortent? Ça reste à voir. Donc, c'est sûr, nos travaux ont comme fait ressortir la catégorie des stratégies plus en lien avec les pressions, donc qui font écho avec la coercition qu'on a vue pendant la présentation d'Élise, que c'est plus le contrôle.
Ça, c'est quand même c'est assez propre à la relation amoureuse. Pas que c'est impossible qu'on la retrouve ailleurs. Je suis juste pas certain si ça a été encore vraiment conceptualisé. Mais c'est sûr, du moment où on a parlé de compromis, confrontation, évitement, on fait un peu comme un portrait global de tout ce qui peut humainement être fait pendant un conflit, là. Donc oui, je dirais que les mêmes stratégies ont beaucoup de chances de se retrouver aussi dans les autres contextes. Je ne serais pas en mesure de dire s'ils seraient formulés de la même façon, par contre. Merci beaucoup. Non, ça fait plaisir. Allô, merci pour la présentation. J'ai une question de la même nature que la dernière fois que j'ai pris le micro. J'ai une déformation professionnelle en santé publique, donc je m'intéresse aux interventions populationnelles. Et donc, moi, ce que j'entendais avec ma paire de lunettes, c'est je vois des conflits. Ben, en fait, ça fait un peu de pouce à ce que Nessa disait sur les médias sociaux. Donc, des sujets polarisants, gauche-droite, par exemple. Et donc, à ce moment-là, est-ce que sur le web, il y a de l'espace pour l'écoute et le dialogue? Si oui, comment? Et pouvons-nous transmettre ce message à tout le monde? Et après, je ne sais pas, là, c'est peut-être un peu loin de ce que tu dis, mais je vois des liens qui pourraient être intéressants. Je me demandais ton avis là-dessus, en fait. Oh, c'est vraiment intéressant, honnêtement. Je dirais qu'on est plongeon total dans une étude future. Donc, c'est sûr, les nouvelles technologies, bon, le nom le dit, là, sont nouvelles. Hein? Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus pour bien comprendre l'impact que ça a, les conséquences que ça a. Maintenant, en 2023, on le sait, hein, les médias sociaux, ça a un gros impact, autant sur la santé sexuelle que sur... nommer les variables, là, je vais probablement vous dire oui. C'est sûr, maintenant, on l'a comme établi, en fait, dans les grandes théories en lien avec la violence. Donc, on avait beaucoup la violence physique, psychologique, sexuelle. Puis là, dernièrement, on a inclus la cyberviolence, justement, qui est la violence, la forme un petit peu... C'est tellement spécifique là, au harcèlement online, puis ces choses-là. Donc, je dirais, pour les cyberconflits, n'est pas quelque chose que moi, j'ai déjà entendu parler, jamais. C'est vraiment intéressant, mais honnêtement, je dirais, faites ça, quelqu'un. Donc, faites vos travaux de recherche. Faites vos recherches. Absolument. Donc, faites un mémoire ou un doctorat sur les conflits sur les plateformes en ligne. Je pense qu'on va en tirer énormément de choses. Merci beaucoup. Allô, bravo pour ta Bonjour. présentation, c'était très bon. Donc, moi, je voulais savoir, par rapport à un de tes derniers points, tu disais, valoriser les besoins de ton partenaire ou de ta partenaire autant ou au même titre, en fait, que tes propres besoins. Puis, je me demandais, par rapport à l'établissement des limites personnelles en couple, comment conjuguer les limites que tu veux établir versus les besoins de l'autre partenaire? Est-ce que tu sais comment... je veux dire, en fait, ton avis là-dessus. Je sais que c'est un petit peu... C'est un gros sujet aussi, fait que... C'est sûr, il y a des programmes, par exemple, en milieu scolaire, où il y a toutes sortes de programmes, curriculums qui, ils se basent directement là-dessus, sur comprendre ses propres frontières. Donc, c'est sûr, je ne répondrai pas en 3 minutes, forcément. Comme tu dis, c'est un immense sujet. Mais c'est sûr, l'idée, c'est vraiment l'égalité des besoins. C'est de se connaître puis d'être capable d'aller exprimer à son partenaire c'est quoi la limite à ne pas dépasser. Puis si cette limite-là est dépassée, il ne faut pas se taire, il faut le dire. Non, c'est pas correct. Il y a quelque chose là qui a été franchi, il faut repousser, il faut mettre sa limite au même titre qu'écouter la limite de l'autre. Donc, c'est vraiment l'idée qu'on partage un espace, puis j'ai des besoins, tu as des besoins, puis des fois, on a des conflits, des fois les besoins de l'un ne sont pas comblés, des fois les besoins de l'autre ne sont pas comblés, mais on ne vient pas empiéter sur le jardin de l'autre, tu sais. Donc, c'est vraiment cette notion-là, oui. Tu ferais une distinction là, entre les limites et les besoins, qui sont comme deux choses différentes quand même à considérer. Oui, je ferais définitivement une distinction, tout à fait. J'adore. Merci. C'est super bon. Bon, je pense que c'est tout. Hein? Merci encore une fois. Donc, c'est maintenant l'heure du quiz. Donc, on va afficher un code QR à l'écran en avant. Donc, je vous invite à simplement prendre le code QR puis aller répondre au quiz, puis on vous revient dans une dizaine de minutes environ.
1, 2, allô? Donc, c'est maintenant l'heure des résultats du quiz. Donc, est-ce que j'ai l'attention de tout le monde? Allô? Merci! Alors, juste avant d'annoncer les gagnants, nous tenions à remercier donc, le public ce soir, les présentateurs et présentatrices, nos bénévoles de Bistro Brain, bien sûr notre collaborateur, donc Trace et le Petit Campus. Donc, on peut donner une main d'applaudissement à toutes ces belles personnes. On tenait également à vous inviter donc, à notre prochain événement avec thématique cancer et immunologie le lundi 27 février à 18h, ici même. Donc, maintenant, l'heure des gagnants du quiz. Donc, premièrement, en 3e position, pour une carte cadeau de 15 $ des libraires. Donc, c'est Mel. Je t'invite à monter sur scène pour récupérer ton carte cadeau. Voilà, de rien. Donc, en 2e position, avec une carte cadeau de 20 $ des libraires, roulement de tambour, Frédéric Marleau. Voilà, de rien. Et puis finalement, Oui, bravo! Et puis finalement, en première position, donc pour une carte cadeau de 25 $ des libraires, roulement de tambour, Léonie. Donc, j'inviterais simplement, avant de terminer, donc, pour une photo d'équipe sur scène, les présentateurs et présentatrices de la soirée et l'équipe bénévole de Bistro Brain pour une photo de fermeture.